toujours aimé la bande dessinée parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors donc de fil en aiguille, par la rencontre sur un festival, j'ai rencontré Pierre Boisserie par l'intermédiaire d'amis communs et on a décidé de faire ensemble des scénarios de bande dessinée à connotation économique et financière. Sans doute en raison de mon parcours, j'ai une bonne connaissance de ce milieu, donc c'est vrai que je peux apporter certainement des choses que n'apporterait pas un scénariste qui ne connaît pas ce milieu. Parce que je l'ai fréquenté quand même de longues années. Et puis je trouve que l'économie d'une manière générale est souvent maltraitée ou reste une matière un peu ésotérique pour beaucoup de gens, et en plus on la présente souvent en disant que c'est compliqué, et notre but était justement de raconter des histoires d'hommes et de femmes bien sûr dans ce milieu, mais de façon très pédagogique et de façon aussi pour que les gens prennent du plaisir à lire de belles histoires, même si elles se situent dans des salles de marché ou dans les couloirs feutrés des banques. Sur Dantès, nous terminons le troisième cycle et dernier cycle, puisque la série, pour l'instant, va s'arrêter. Peut-être la reprendra-t-on un jour, mais en tout cas, pour l'instant, nous pensons avoir raconté ce que nous avions à dire autour de ce personnage. Donc on est sur le troisième cycle, qui est un cycle album 9 et 10. Le 9 est sorti avant l'été, le 10 sortira au printemps, qui se déroule dans l'univers de la contrefaçon, tant de la peinture que des grands crus classés de Bordeaux. Voilà, et avec l'intervention des triades chinoises. Donc on va voir beaucoup de choses dans ce dernier album qui sera... ça va être un feu d'artifice pour terminer. La banque, c'est l'histoire d'une famille fictive, hein, c'est une fiction. L'histoire d'une famille, les Saint-Hubert, dont les deux à l'origine de la famille sont un frère et une sœur qui vivent en 1815, sont des enfants d'émigrés de la Révolution française, réfugiés à Londres. Ils vivent dans le Londres de 1815. Elle vend un peu sa vertu pour les dîners d'un grand banquier londonien, et lui s'occupe des pigeons de ce grand banquier. Voilà, donc à partir de là, ce frère et cette sœur vont donner naissance à une dynastie, vont essayer de reconstituer leur fortune passée et vont donner naissance à une dynastie dont les deux branches vont passer leur temps à être rivaux et à s'entretuer. Et tragique, oui, parce que l'événement étant lui-même tragique, on est plongé au cœur de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, l'entrée des Versaillais dans la Commune de Paris s'est soldée par des dizaines de milliers de morts. Mais ce que nous, plus que le massacre qui est en filigrane, ce que nous allons essayer de montrer, c'est qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les arcanes financières de la Commune de Paris, et comment la Commune de Paris avait en partie échoué par le respect d'être resté trop légaliste vis-à-vis de la Banque de France. Donc on apprendra dans cet album que la Commune de Paris n'a absolument pas pris d'assaut la Banque de France, ne s'est pas emparée de l'or de la Banque de France, s'est contentée d'aller demander des prêts pour payer la garde nationale, c'est-à-dire la milice parisienne, hein, l'armée qui défendait Paris, et donc l'armée qui défendait la Commune, que la Banque de France lui a prêté, tout en finançant 3 fois plus par derrière les Versaillais. Absolument, nous travaillons depuis déjà un certain temps, parce que comme on veut sortir toujours 2 albums par an, on change de dessinateur à chaque fois de façon à pouvoir respecter ce rythme. Nous travaillons depuis un moment déjà sur le 3e cycle, la 3e génération, qui va donc s'étaler de 1882, c'est-à-dire du krach de l'Union Générale, fameux krach bancaire qui a inspiré Zola pour l'argent, jusqu'à la prémisse de la guerre de 14 et la manière dont les marchands de canons ont financé le premier conflit mondial, en passant bien sûr par les grandes affaires. Le tome 5 s'appellera Les Chécards de Panama, donc
c'est qu'il sera un peu centré sur l'affaire de Panama, mais on parlera aussi dans ce cycle de Thérèse Imbert, de la conquête de l'Indochine, etc. C'est pas un emprunt au Rougon-Macquart, en tout cas à Zola et au Rougon-Macquart, mais Pierre et moi sommes tout à fait des passionnés des feuilletonistes du 19e et des romans naturalistes. Alors il est évident que nous sommes dans un contexte très balsacien ou très Zola, mais on pourrait aussi trouver des racines dans ce qu'on explique dans les grandes familles de Druon, par exemple. On a une méthode de travail qui s'affine au fil des ans, puisqu'on est quand même, on a 13 albums, on en aura 14 bientôt. Ça s'affine au fil des ans et des mois. Pour la banque, moi je fais tout le travail préparatoire, c'est-à-dire c'est beaucoup de lecture, beaucoup de recherche, parce que nous voulons que notre fiction et nos personnages fictifs évoluent dans un contexte réel, donc dans le contexte historique, et tout le travail préparatoire, c'est de trouver les bons sujets qu'on va traiter. Alors évidemment on en élimine, parce que tout ne peut pas rentrer, toutes les anecdotes financières de toute l'histoire financière et bancaire, donc on en élimine, et surtout chercher aussi des personnages authentiques qui vont apparaître et qui vont jouer leur rôle tel qu'ils auraient pu le jouer. Donc par exemple dans le tome 2 de la banque, on rencontre le ministre des Travaux publics, Jean-Baptiste Teste, qui était un ministre de Louis-Philippe, qui était corrompu, qui a été accusé de corruption. Il se trouve que dans la banque, il participe à de la corruption, bien évidemment. Dans le tome 4 de la banque, qu'on vient de sortir, on parle du banquier Jecker. Eh bien, nous racontons comment le banquier Jecker a été, par l'intermédiaire du duc de Morny, à l'origine de l'expédition mexicaine, par exemple. On nous a souvent présenté l'expédition de Napoléon III au Mexique sous des aspects géostratégiques ou géopolitiques, mais il y avait aussi des arrière-pensées financières. C'est beaucoup de lecture. J'avoue que plus on avance dans le temps, plus c'est facile au niveau de la reconstitution, au niveau de tous les éléments qu'on peut donner au dessinateur, parce qu'on a la photographie. Sur les tomes 1 et 2, la première génération, on n'était que sur des gravures et c'était beaucoup plus compliqué. Alors une fois que ce travail, pour finir de répondre à la question de tout à l'heure, une fois que ce travail de recherche est fait, on se réunit avec Pierre et on écrit l'histoire. On écrit d'abord un pitch, puis on écrit l'histoire sous la forme d'une nouvelle, conséquence classiquement, on dira bon, ça cette partie-là fera 3 pages, 2 pages, etc. Et Pierre termine le dialogue, finalise le dialogue final. C'est moi qui écris le cahier éditorial à partir de tous les éléments de lecture que j'ai pu faire, et je cite d'ailleurs en général à chaque fois une courte bibliographie pour si les gens sont intéressés. Ça permet de recontextualiser la fiction dans la partie réelle, bien évidemment de raconter certaines choses qui seraient beaucoup trop lourdes à mettre dans les dialogues, dans les planches. Et puis ça permet aussi au lecteur, s'il a envie d'en savoir un peu plus, d'aller plus loin, de fouiller tel ou tel sujet. Les retours d'historiens, oui, parce qu'on sait par exemple que c'est une série qui commence à être très lue par des professeurs d'histoire et en même temps utilisée en cours. Donc j'ai plusieurs exemples de professeurs d'histoire qui sont venus me voir en me disant vous savez, je me sers de vos bouquins en cours. Et nous avons été également invités au dernier rendez-vous de l'histoire avec une expo sur la banque spécifiquement dans le cadre de la partie économique des rendez-vous de l'histoire à Blois. J'aimerais bien rentrer dans la tête d'un grand feuilletoniste. Alors je dirais Dumas parce que je suis un absolument fou de Dumas et je trouve qu'il avait une connaissance historique gigantesque. Voilà, bon, sans doute que j'aimerais aller voir dans les tréfonds de son cerveau, mais j'aimerais aussi aller, je sais pas, dans quelques têtes de grands scénaristes. Je sais pas, peut-être Franck Giroud, Didier Convard. J'aimerais peut-être aller voir ce qu'ils ont derrière leur hypophyse ou leur cervelet.